Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette webconférence du vendredi 2 juin dédiée au plan de relance européen. Avec mes deux collègues, Sofia Tosi, économiste en charge de l'Italie, et Tiziano Brunello, économiste responsable de l'Europe du Sud, on va dresser un premier bilan du plan de relance européen Next Generation EU, à 3 ans désormais depuis l'accord politique qui en a permis l'existence et à 2 ans de la validation des premiers plans présentés par les pays. Donc comme d'habitude, notre webconférence va se dérouler sur 45-50 minutes et on laissera une dizaine de minutes aux questions. Donc on vous invite déjà à les poser dans le module en bas à droite de votre écran. Donc, d'abord, une précision, parce qu'on ne va pas, dans cette webconférence, parler de résultats, mais plutôt de faire un point sur les avancées en termes de déboursement, en termes de dépenses, sur les choix que les pays ont fait en termes d'objectifs multiples de ce plan de relance. Alors, pourquoi pas de résultats? Eh ben, parce que vous verrez, le déploiement n'est qu'à ses débuts et donc c'est vraiment prématuré à ce stade de dresser ce type de bilan. On va se concentrer principalement sur nos deux grands voisins, l'Italie et l'Espagne, qui sont aussi parmi les plus grands receveurs du plan, à la fois en termes de montant total qu'en part de leur richesse nationale. Et on va donc se poser les questions sur quelles sont les stratégies de ces pays, mais surtout quels sont leurs choix politiques, leurs choix économiques et sociaux, comment finalement ils ont mis en œuvre des investissements qui sont des investissements de transformation systémique et qui comportent aussi des coûts dans le court terme, et donc quel type de gouvernance ils ont mis en œuvre pour pouvoir gérer toutes ces problématiques. On va regarder aussi quelle est leur capacité d'absorption et d'utilisation efficace de ce fonds qui est aussi des principaux défis pour les gros receveurs. Donc, mais d'abord, qu'est-ce que c'est ce Next Generation EU? On en a déjà parlé dans une webconférence il y a 2 ans, au moment plutôt il y a 3 ans, au moment du lancement, où on avait commencé à analyser un tout petit peu ce qui allait se dessiner. Plutôt ce qui n'est pas. Disons que ce n'est pas véritablement un instrument de atténuation de l'impact de la crise. On verra que les pays ont principalement répondu avec des ressources nationales pour répondre immédiatement à la crise de la Covid, mais c'est plutôt un outil pour accompagner, rediriger et renforcer l'économie européenne à la sortie de la crise, en permettant finalement à tous les pays, y compris ceux qui avaient moins de marge de manœuvre, de mettre en place les mesures nécessaires et l'investissement nécessaire pour reconstruire une résilience de l'économie européenne. Alors, l'idée du plan aussi, c'est qu'il s'inscrit donc plutôt dans le long terme. Et c'est pas de l'investissement dans des structures industrielles existantes, mais il vise véritablement un redéploiement vers les secteurs de l'avenir. C'est pour cela qu'il pose des contraintes en termes d'investissement. Il demande aux pays d'investir au moins 37% des fonds dans la transition énergétique, au moins 20% dans la transformation digitale
et le restant des fonds doit être plutôt dans la construction de la résilience, dans le renforcement de la résilience dans la santé, mais aussi de la résilience économique, sociale et institutionnelle, dans les politiques pour les nouvelles générations et dans la cohésion à la fois sociale mais aussi territoriale. Donc ça, sont les principaux axes de dépenses. Alors, c'est un fonds qui est principalement géré par la Facilité pour la reprise et la résilience, qui donc va concentrer 723 milliards sur les 800 milliards totaux du fonds. Et il y en a une plus petite partie qui va alimenter des lignes de dépenses déjà existantes au sein du budget de l'Union européenne, qui s'étale, lui, sur la période 2021-2027, et qui avait été, c'est le budget qui est habituellement voté par l'Union, et c'est le budget de fonctionnement classique de l'Union européenne. Une grosse partie des versements, je dirais presque la moitié, 385 milliards sur les 800, sont des prêts, c'est-à-dire des fonds qui devront être remboursés. Tandis que 338 sont des subventions, c'est-à-dire des montants qui ne seront pas remboursables et donc qui sont à fond perdus dus pour la dépense des pays. On a aussi 77 milliards qui sont des garanties qui sont fournies par l'Union européenne aux pays pour garantir leurs dépenses, principalement qui vont s'adresser à l'investissement du secteur privé. Et donc, ce fonds va déployer sur une période de 6 ans, sur la période de 2021 à 2026, 800 milliards qui, si sommés au montant des plans de relance nationaux qui ont été mis en œuvre tout de suite au moment de la pandémie, eh ben, on va avoir 5,5 points du PIB de l'Union européenne qui donc vont soutenir la reprise et le renforcement de la croissance post-crise. Donc l'impact qu'on en attend est à l'horizon 2024 une hausse du niveau du PIB de 0,5 pour la zone euro et de 1,5 pour l'Union européenne, avec un point supplémentaire à long terme si toutes les réformes envisagées par les différents plans de relance vont être mises en œuvre. Alors, on voit dans ce slide que c'est un processus par étapes qui a démarré donc avec l'accord politique du juillet 2020, qui a eu lieu donc à la fin du premier confinement de Covid. Et pour une première entrée en vigueur l'année d'après, en février 2021, juste après la fin du deuxième confinement. À partir du mois d'avril 2021, on a les premiers plans qui sont présentés par les premiers pays, ceux qui ont élaboré les plans le plus rapidement. Et dès juillet, on a eu une validation à la fois par la Commission européenne et par le Conseil européen. De sorte qu'à partir du mois d'août 2021, on a eu un préfinancement qui s'est rendu disponible pour tous les pays, un montant de 13% du montant total de chaque plan, qui pouvait être versé indépendamment de la réalisation des différentes étapes de réforme ou d'investissement. À partir du mois de novembre 2021, on a eu la première demande de versement qui a été satisfaite à la fin de l'année 2021. L'année 2022 est marquée par un nouveau choc qui va intervenir après celui de la Covid, qui est l'invasion de l'Ukraine au mois de février. Et donc, la Commission va réagir à la crise énergétique qui a suivi donc la guerre en Ukraine
par l'entrée en vigueur d'un nouveau plan qui est le plan REPowerEU, qui est un plan qui va accélérer finalement l'autonomisation de l'Union européenne par rapport aux énergies fossiles russes et accélérer aussi le déploiement d'énergies alternatives. Alors, ce plan REPowerEU va permettre en fait va être intégré finalement au Next Generation EU en permettant de dépenser un total de 20 milliards. Mais il va permettre aussi de redéployer une partie, environ 5 milliards du fonds d'ajustement pour la Brexit et 17 milliards de fonds de cohésion à des objectifs justement de accélération sur les renouvelables, mais aussi des projets de régasification, par exemple, pour s'affranchir du gaz russe qui est devenu en fait trop cher et moins disponible, et avec une volonté européenne de s'en affranchir. Dans le cadre du REPowerEU aussi, tous les prêts qui n'ont pas encore été demandés par les pays peuvent être aussi utilisés à ces fins, à ces mesures énergétiques, disons. En 2022, on a aussi les premières avancées en termes de déboursement des fonds, avec les premières, la deuxième demande de versement par les premiers pays qui l'ont fait, et au mois d'avril, et en juillet, les deuxièmes versements qui deviennent effectifs. Au mois de novembre, le premier pays qui demande le troisième versement, l'Espagne, va finalement le recevoir en début de l'année suivante. Et en décembre, on a le dernier plan de relance qui est présenté et approuvé. Et on commence à avoir aussi les premiers plans qui sont modifiés justement pour prendre en compte ces nouvelles dépenses dans le cadre du REPowerEU. Le REPowerEU qui donc devient effectivement intégré au NGEU au mois de mars 2023. Le mois de mars 2023, c'est aussi le mois où les pays vont devoir communiquer leur intention de demande de prêts qui va devoir devenir officiel au mois d'août pour qu'en décembre, il y ait un accord définitif sur les prêts, et ça serait là le dernier délai pour demander donc des prêts. En 2024, 2025 et 2026, donc le processus de déboursement à la fois des subventions et des prêts va se poursuivre avec 2 versements par an. Et des étapes qui sont au mois d'avril et au mois d'octobre, où les pays vont présenter leur reporting en termes d'avancement dans leurs objectifs, à la fois de réforme et d'investissement, et la Commission va publier régulièrement donc son scoreboard pour elle aussi évaluer les avancées des pays et avoir une base officielle pour valider et procéder au déboursement. Sachant que donc le dernier déboursement des fonds doit avoir lieu à la fin 2026. Donc on voit bien qu'on est déjà à la moitié du processus avec une partie pas encore très importante des fonds qui ont été versés, et donc une échéance qui va approcher assez vite et qui va demander une accélération dans la mise en œuvre du plan. Alors, comment sont calculés finalement les versements? En ce qui concerne les subventions,
70% du montant de subvention va dépendre pas tellement de l'impact de la crise, mais plutôt de la situation initiale du pays, c'est-à-dire de sa taille, donc de la taille de sa population, de son niveau de pauvreté, donc on prend en compte l'inverse du PIB par habitant, mais aussi de sa situation économique et donc de l'écart de son taux du chômage par rapport à la moyenne de l'Union sur les 5 dernières années. Et pour 30% du montant de subvention, on prend en compte la chute du PIB à la fois en 2020 et sur les deux exercices 2020 et 2021 combinés. Donc, pour pouvoir permettre aux pays de rédiger leur plan, la Commission européenne a fourni une première estimation des allocations alors qu'on ne connaissait pas encore finalement le résultat en termes de croissance. Et donc, elle a fait des prévisions en novembre 2020. Et par contre, en juin 2022, on a connu finalement les réalisations de l'année 2021 en termes de croissance et on a eu l'allocation définitive en ce qui concerne les subventions. Et cette allocation définitive, finalement, va montrer qu'on a des différences pour certains pays assez importantes par rapport à l'allocation initiale, avec des pays qui sont gagnants parce qu'ils ont eu une reprise plus poussive et plus retardée par rapport à la période pré-Covid, qui sont principalement l'Espagne, mais aussi le Portugal et l'Allemagne, l'Autriche et la République tchèque, qui tous gagnent pratiquement 10% en plus des fonds. Et les grands perdants, par contre, sont plutôt la Belgique et les Pays-Bas, qui perdent un quart de l'allocation, mais aussi la Hongrie et la Slovénie, la France aussi, qui perd 5% par rapport à l'estimation initiale. En ce qui concerne les prêts, le montant maximum que les pays peuvent demander équivaut à 6,8 du revenu national brut. Mais on verra que tous les pays ne vont pas demander ces prêts. Parce que finalement, il y a des pays qui se financent à des conditions qui sont plus favorables que celles auxquelles se finance l'Union européenne, et donc ils n'ont pas intérêt à demander finalement de l'argent à la Commission, à l'Union européenne. Ils peuvent se financer eux-mêmes plus favorablement sur les marchés. Et donc les pays qui, au contraire, ont des conditions de financement moins favorables, donc des primes de risque plus élevées, sont ceux qui ont un intérêt à demander des prêts. Et on voit effectivement que les pays qui ont demandé la totalité des prêts sont l'Espagne, l'Italie, la Grèce, le Portugal. Donc ceux qui la Roumanie aussi. Donc c'est vrai aussi que par rapport aux demandes initiales qui ont été faites tout de suite pour la totalité du montant, principalement par la Grèce et l'Italie, on a la normalisation de la politique monétaire et donc la remontée récente des taux qui a augmenté, donc durci les conditions de financement d'autres pays et a fait que finalement on a aussi l'Espagne qui a récemment montré son intention de demander la totalité de prêts, chose qu'elle n'avait pas fait au départ. En revanche, tous les pays ont demandé la totalité de subventions, hein, et donc les déboursements ont commencé. Ils sont assez enfin, le niveau d'avancement est assez hétérogène entre pays. Il dépend naturellement de la date à laquelle le plan de relance a été présenté et validé.
Et, et on voit bien qu'on a Italie et Espagne qui sont assez avancés déjà, avec l'Espagne qui en est à son troisième paiement en termes de subventions, l'Italie qui est déjà au deuxième versement en termes à la fois de prêts et de subventions. C'est le cas aussi pour la Grèce et pour le Portugal. On voit qu'Allemagne et France sont beaucoup plus en retard, bien qu'ils aient présenté leur plan de relance plus tôt. On verra pourquoi. On voit aussi que des pays ont modifié déjà leur plan de relance pour prendre en compte à la fois les modifications dans l'allocation suite à la prise en compte de la croissance effective post-Covid, mais aussi pour prendre en compte le plan REPowerEU et les nouvelles dépenses. On a donc un avancement qui est assez différencié entre les pays, avec un taux de versement par rapport au total de fonds demandés qui est d'un quart. On est à 24% en moyenne dans l'Union européenne. Donc on est à la moitié de la période en termes de date, et on est seulement à un quart du versement. Ce qui pose donc un défi sur les prochaines années, 3 prochaines années, assez important. Donc on voit bien qu'on a une concentration du déboursement de subventions qui se fait cette année, avec beaucoup de pays qui vont rentrer donc dans la deuxième et troisième phase de paiement. Et pour les prêts, on aura une concentration de déboursement sur la période 2024 et 2025. Alors, on va passer maintenant à la partie réforme et investissement, et on va voir finalement que le NGEU n'est pas un outil qui est basé sur le résultat. Donc, on ne va pas demander au pays des indicateurs en termes de résultats ou d'impact économique pour valider donc le versement des fonds. On va raisonner sur deux concepts qui sont les jalons et les objectifs, qui ne sont rien d'autre que des étapes dans leur processus d'investissement et processus de réforme, avec des indicateurs qui sont pas des indicateurs de résultats, qui sont des indicateurs d'input. Quelles sont les ressources en fait qu'on a engagées? On parle de ressources humaines, de ressources administratives, de ressources financières, et des indicateurs d'output qui sont des indicateurs là aussi pas véritablement de résultats, mais des indicateurs relatifs aux étapes du processus. Ça peut être pour l'investissement les premiers appels d'offres, par exemple, réalisés. Pour les réformes, ça peut être les premiers projets de loi votés, les décrets d'actuation en fait. Donc c'est vraiment une logique de validation progressive des différentes étapes d'un processus qui va donner lieu aux différentes tranches de versement. Et là, on voit qu'on est sur des niveaux de réalisation assez différents entre pays, avec le pays qui est en phase plus avancée, qui est à 30% en termes de taux de réalisation des investissements et des réformes, et des pays qui sont encore en stade tout à fait initial et un taux zéro. Et ce qui justifie le fait que les versements n'ont pas encore été mis en place. Donc, si on regarde un tout petit peu quelles sont les réformes dans lesquelles les pays ont déjà avancé, quels sont les investissements aussi dans lesquels ils ont déjà avancé, on voit que finalement, en termes de réformes, ce qui prime, ce sont les réformes de résilience sanitaire, économique, sociale et institutionnelle. Donc, ce sont principalement des réformes du système de justice, qui concernent aussi
aussi l'attractivité du secteur privé avec des réformes du système du régime de défaillance, par exemple, des réformes sur le marché du travail, des réformes des retraites. Voilà, de réformes en termes de cohésion sociale. Donc ça, c'est vraiment le volet qui a été le plus investi par les pays. Et ce qui ressort aussi, c'est un pays qui a particulièrement avancé en termes de réformes, qui est l'Espagne, et suivi par la Croatie et l'Italie. En ce qui concerne l'investissement, on voit que l'Italie, en termes de nombre de projets d'investissement, a très bien avancé. On voit que la plupart des pays ont principalement avancé dans tout ce qui est transformation numérique, transition verte et aussi croissance intelligence durable et inclusive, qui sont aussi les piliers qui reçoivent globalement le plus d'argent, puisque les contraintes définies par la Commission justifiaient, vous vous souvenez, 37% de la dépense dans la transition verte et 20% dans la transformation digitale. Alors, on va regarder très rapidement les deux grands pays de la zone euro, France, Allemagne, mais on va les traiter de façon un peu plus marginale, tout simplement parce que pour eux, le volet européen est assez marginal dans leur plan de relance nationale, qui a été déployé de façon assez anticipée, plutôt sur les années 2020 et 2021, et principalement financé par des ressources nationales. Donc, on voit bien que pour la France, sur un plan de relance de 100 milliards, on a le volet européen qui compte pour 40 milliards, donc 1,6% du PIB. Pour l'Allemagne, c'est encore moins, parce que sur un plan de relance nationale de 130, on n'a que 26 milliards pratiquement qui viennent du financement européen, donc 0,7 points de PIB. Ces deux pays sont peu avancé. La France a déjà reçu 12 milliards et demi à la fois en préfinancement et en premier financement, avec 38 jalons et objectifs validés. L'Allemagne a reçu uniquement les 2 milliards et demi de préfinancement et doit à ce stade valider 36 jalons et objectifs pour pouvoir recevoir les 4 milliards du premier versement. Quand on regarde finalement les priorités de ces deux pays, on voit qu'elles sont assez différentes. On voit que la France a massivement investi dans le bâtiment, dans la rénovation de l'habitat, le système de chauffage avec la prime Rénov' et aussi la loi climat. Elle a aussi investi dans la décarbonation de l'industrie, dans le transport soutenable, principalement rail, local et frais, dans le véhicule électrique avec un soutien financier à l'achat, et en ce qui concerne l'administration publique, elle a plutôt investi dans la modernisation de la gestion des finances publiques avec une loi de modernisation qui vise aussi à introduire une programmation pluriannuelle de la dépense. Elle investit aussi dans la numérisation de la santé et en ce qui concerne les compétences digitales des jeunes et dans l'insertion des jeunes avec des résultats déjà évidents, notamment dans tout ce qui est apprentissage. Pour l'Allemagne, c'est véritablement un plan qui est beaucoup plus industriel, beaucoup plus concentré sur la décarbonation de l'industrie et des transports avec un focus important sur le stockage et donc le rôle de l'hydrogène. Pour la voiture électrique, c'est un plan qui se concentre surtout sur le financement des infrastructures de recharge. En ce qui concerne les administrations, c'est plutôt de la digitalisation du rail et des administrations publiques. Et après, véritablement en focus sur tout ce qui est autonomie stratégique avec un déploiement assez important de l'investissement dans tout ce qui est microélectronique, donc microprocesseurs. De l'investissement aussi dans la formation dans le secteur de l'automobile et beaucoup de recherche et développement dans la défense.
Donc, on a des réformes et d'investissements qui sont un peu différents selon les piliers. On voit que la France investit beaucoup plus dans la cohésion sociale et territoriale que l'Allemagne. Et l'Allemagne investit plus dans la transformation numérique avec ce grand plan de digitalisation de l'administration. Et après, sur les politiques aussi pour les prochaines générations, on voit que l'Allemagne a investi davantage que la France. Voilà, on va maintenant passer la parole à Sofia, qui va nous décrire le plan très ambitieux de l'Italie, avec des difficultés techniques à mettre en place un nombre assez important d'investissements et donc des enjeux aussi de gouvernance très importants. Merci beaucoup Paola. Bonjour à tous et merci d'être là ce matin parmi nous. Alors, parlons un petit peu de l'Italie. Le plan italien est un plan assez important, comme l'a spécifié Paola, puisque l'Italie est l'un des principaux récipiendaires des subventions. Près de 60 milliards, mais c'est aussi le pays qui a demandé la plus importante enveloppe de prêts. Pour un total global de plan, pour une enveloppe totale du plan de 191 milliards d'euros, qui devrait être dépensé sur les 5 prochaines années, avec comme date butoir juin 2026. Qui est normalement la fin officielle du plan de relance italien. Alors, ce plan s'articule autour de 6 grandes missions que nous avions déjà détaillées effectivement il y a 2 ans lors du lancement des plans de relance. Ce sont des missions qui sont en accord avec les grands piliers qui ont été établis par le NGEU, notamment la digitalisation, qui est l'un des grands blocs du plan italien, avec près de 50 milliards d'euros et qui a pour objectif de moderniser à la fois le tissu d'entreprises privées via la digitalisation des entreprises et donc de répondre à cet objectif de digitalisation de l'Union européenne, mais également qui a pour grande ambition une modernisation de l'administration publique italienne. Le deuxième grand volet, et je vais être assez bref sur ce sujet, est celui de la révolution verte et de la transition écologique qui prend divers aspects, aussi bien des aspects d'avancement technologique avec le développement de l'hydrogène, mais aussi des aspects de beaucoup plus de rénovation du parc public, etc. Et enfin, nous avons 4 missions, une sur les infrastructures, notamment sur la mobilité, qui est assez importante et qui occupe près de 30 milliards. Puis, finalement, les 3 grandes missions qui sont aussi relatives à ces objectifs transverses des plans de relance, qui sont l'éducation, la recherche, l'inclusion, la cohésion et la santé, et qui doivent aussi répondre à 3 grandes problématiques, en fait, qui ont été citées, qui sont des objectifs transverses, qui sont l'égalité des genres, l'emploi des jeunes, mais également la cohésion territoriale, qui sont des objectifs assez importants du plan italien. Donc globalement, ce plan, si on devait rentrer dans le détail, ce sont à peu près 139 000 projets, ce qui explique ce côté dont on parlait qui était massif. Donc un plan important avec 191 milliards qui devrait se ventiler en 6 grandes missions avec à peu près 139 000 projets qu'il faut valider d'ici juin 2026. Alors, dans les grandes lignes, c'est le plan italien. Si on devait un petit peu incarner ce plan, alors bien sûr, comme l'a dit Paola, le plan de relance, tout comme les autres plans de relance européens, s'articule autour d'importantes réformes, qui sont des réformes structurantes, habilitantes, mais aussi des investissements. Parmi les grandes réformes qui se font par différents blocs, on peut citer la réforme de la justice, la réforme de l'administration publique, la réforme du code commercial des entreprises, qui pourrait aussi se faire sur plusieurs étapes, mais également des investissements structurants. Et là, j'ai voulu citer les grands investissements pour qui incarnent un petit peu ce plan de relance italien par ordre de grandeur. Donc, parmi les plus importants, on peut parler de l'éco-bonus du Sisma Bonus, qui vise finalement à rénover le parc immobilier, le parc urbain privé, la transition 4.0 qui a pour objectif d'accélérer la digitalisation des entreprises, mais aussi un effort important qui est fait sur l'interopérabilité durable et donc sur le rail, avec un développement assez important, aussi bien des lignes ferroviaires dans le nord, visant à accroître l'interopérabilité avec les autres pays européens. On peut citer par exemple des lignes structurantes, Brescia, Vérone et Vincennes en LGV, mais aussi dans le sud avec l'ouverture de plusieurs tronçons de lignes LGV qui constituent finalement des investissements assez importants, entre 8 milliards pour les lignes du nord et près de 4 milliards d'euros pour les lignes du sud. Donc voilà, c'est ce qui incarne un petit peu ce plan de relance, donc des investissements massifs, importants, avec vraiment l'objectif
de créer une impulsion de modernisation de l'économie italienne. Alors, ce plan important, comme l'a dit Paola, est validé par étapes, de façon à pouvoir finalement répondre à ces différents objectifs. Et pour monitorer ce plan massif, donc à la fois la Commission européenne, mais aussi le gouvernement italien ont fixé des jalons et des objectifs, les MET, que vous pouvez voir sur le graphique de droite par grande mission, donc digitalisation, révolution, etc. Pour la Commission européenne, l'Italie doit répondre sur les 6 prochaines années à peu près à 527 jalons et objectifs pour valider le plan de relance. Et bien sûr, quand on les regarde sur un horizon temporel, la première partie finalement de ce plan de relance de 2021-2023 sert à valider des jalons qui peuvent, comme l'a dit Paola, prendre la forme d'adoption de normes, de lancement de réformes, etc. Et la deuxième partie du deuxième semestre 2023 à 2026 devrait voir la réalisation, la matérialisation d'objectifs qui peuvent prendre la forme de finalisation finale de package de réformes assez importants, parce que par exemple la réforme de l'administration publique ne va pas se faire en une fois, c'est plusieurs étapes de validation législative, mais aussi la matérialisation de certains investissements importants. Donc un délai relativement court par rapport à des ambitions très fortes, par rapport à des investissements qui sont structurants et de long terme, si vous vous souvenez le slide précédent. Alors, où en est l'Italie en termes de conditionnalité? L'Italie, et là je vais passer assez rapidement, a rempli à peu près un taux de réalisation de 29%. Elle a pour le moment répondu à 62% de l'ensemble des jalons, sachant qu'il y en a un nombre assez important. Par contre, en ce qui concerne la réalisation des objectifs, seulement 6% ont été réalisés, mais c'est une question de temporalité. En ce qui concerne le taux de réalisation, si on devait traduire cela entre investissement et réforme, le taux de réalisation total est à peu près 18%, avec 19 importants investissements qui ont été lancés sur 295 et à peu près 132 réformes qui ont été lancées sur 81. Alors, ces taux de réalisation et ces 151 conditions remplies à la fin 2022 ont permis de débloquer les 3 premières tranches de décaissement du plan de relance, donc les 3 premières enveloppes, qui pour le cas de l'Italie sont des tranches de 20 milliards d'euros à chaque fois. Donc c'est assez massif. Pour le moment, l'Italie a reçu à peu près 66 milliards d'euros. Bon, le déblocage s'est fait, pas principalement, mais un peu plus en termes de subventions, puisque 42% de l'enveloppe de subventions a été consommée, soit 29 milliards, et l'Italie a demandé près de 38 milliards de prêts, à peu près 31% de l'enveloppe totale. En décembre 2022, le gouvernement de Giorgia Meloni a demandé la 3e tranche de 19 milliards d'euros, qui doit être validée incessamment sous peu. Nous reviendrons à ça un peu plus rapidement. Donc, l'Italie prétend à sa 3e tranche et devrait recevoir d'ici peu sa 3e tranche. Et donc, effectivement, on voit bien que l'Italie a bien avancé dans la réalisation de ses objectifs. Mais du coup, la nouvelle crise énergétique et le nouveau choc qui vient de la normalisation de la politique monétaire et de la hausse des taux, est-ce qu'elle peut ralentir le processus? Est-ce qu'elle peut poser de nouveaux défis? Alors, je vais répondre déjà à la première question, oui et non. D'un point de vue technique, donc de conditionnalité, donc de remplissage des conditions de la Commission européenne, effectivement, l'Italie est bien avancée même par rapport à plusieurs pays européens, comme on a pu le voir, comme tu as pu le montrer dans ta présentation. Par contre, effectivement, il y a quand même un débat sur les retards potentiels du plan de relance, puisqu'une partie, et ça j'y reviendrai au slide suivant, des fonds qui devait être alloué sur la période 2020-2022 n'a pas complètement été absorbé. Parce que effectivement, à la lumière de la crise de l'année dernière, avec l'augmentation des prix de l'énergie, etc., le gouvernement a dû revoir ses priorités et a dû redessiner. Enfin, le gouvernement de Giorgia Meloni, qui a été élu en septembre 2022, pour rappel, et qui a pris ses fonctions en octobre, a dû redessiner une nouvelle trajectoire financière du plan de relance par rapport à l'existant. Et donc, cette nouvelle trajectoire, comme vous pouvez le voir en fait sur
la courbe verte, qui est la trajectoire révisée, décale les allocations du plan sur la partie 2023-2026, avec, puisque une partie n'a pas été consommée avant 2022, on parle à peu près de 30 ou 40% de l'enveloppe initialement prévue, décale en fait la programmation financière sur 2024 et 2025. Et en ce sens, c'est un défi, puisque cela implique une dépense de près de 45 milliards par an sur les 3 prochaines années. Et ce qui peut être massif et assez important à absorber, je pense, pour beaucoup d'économies. Donc effectivement, la crise a eu un impact sur la programmation financière. Elle a aussi eu un impact sur et a entraîné des changements mineurs sur le plan, notamment sur les allocations qui ont été dédiés aux grands objectifs transverses, avec une emphase un peu plus importante qui a été mise sur la territorialisation par rapport aux 2 premiers piliers, et ça c'est les premiers changements qui ont eu lieu fin 2022. Après, effectivement, on l'évoquera très rapidement juste après, la crise implique aussi potentiellement des possibles changements dans ce plan de relance qui devraient être présentés d'ici la fin de l'année. Alors, en ce qui concerne la dépense effective, parce qu'on a vu que la crise a induit une reprogrammation financière, que l'Italie répond finalement aux conditionnalités de la Commission, ce qui a permis de pouvoir récupérer les trois premiers versements, donc préfinancement, premier, deuxième versement et l'attente du 3e. Par contre, on s'est interrogé, et c'est là où la question des retards ressort, sur la dépense effective. Donc, un rapport de la Cour des comptes a permis d'établir où en est-on réellement dans les dépenses du plan, un rapport qui est sorti il y a 1 mois et qui montre que d'ici à fin 2022, l'Italie a récupéré a budgété 23 milliards d'euros liés au plan de relance, soit à peu près 12% de l'enveloppe totale. Ces 23 milliards d'euros ont permis de réaliser à peu près 107, ça répond à peu près à 107 conditions, et ça a permis de réaliser 2 grandes réformes et de lancer 105 investissements. Sur ces 12%, on a à peu près 6% qui sont liés à des mesures de crédit d'impôt que vous avez vues dans les grands investissements au début, qui sont le super bonus, qui permet la rénovation énergétique, la transition 4.0. Par contre, en ce qui concerne en fait ce qui n'est pas crédit d'impôt, donc qui est plus difficile à mettre en œuvre, donc les dépenses hors crédit d'impôt, la capacité effective de dépense n'est que de 6%. Et on constate finalement des retards dans la plupart des grandes missions, mis à part celles qui sont liées aux infrastructures, avec des grands projets qui ont été lancés, notamment sur certaines liaisons ferroviaires. Mais effectivement, ce qui a été pointé du doigt, c'est par rapport, les conditions sont remplies, mais la dépense effective ne suit pas. Et notamment dans des missions structurantes comme celle de l'éducation, de la recherche ou de la santé, qui sont très en retard et qui font que techniquement la capacité d'absorption du plan n'est que de 6%, la capacité d'absorption effective des dépenses n'est que de 6% à l'heure actuelle. Alors pour répondre à cela, il y a plusieurs problématiques, hein. Il y a bien sûr celle de la crise énergétique qui a changé la priorité l'année dernière. Il y a aussi des problématiques qui sont liées à la gouvernance qui ont été pointées par ce rapport de la Cour des comptes, et qui ont entraîné aussi un changement en termes de gouvernance du plan par le gouvernement actuel, qui a un peu modifié les échelles de pouvoir au sein du monitoring du plan, en redonnant le pouvoir beaucoup plus au Conseil des ministres et à la Première ministre, et qui a créé de nouvelles instances normalement de supervision. Par contre, l'un des problèmes qui a été particulièrement pointé, c'est un problème de capital humain en fait, puisque l'Italie s'est retrouvée à devoir investir massivement dans des ressources pour pouvoir monitorer le plan. Or, il s'est avéré que la manière dont les contrats ont été menés, la difficulté de devoir recruter des ingénieurs, en fait, crée des retards sur différentes étapes, que ce soit la mise en place des appels d'offres, la mise en place des cahiers des charges, etc. Et principalement dans les petites structures telles que les municipalités, qui retardent finalement l'avancée de ces projets et qui créent une problématique d'avancée de ces projets. Voilà. Pour conclure assez rapidement, parce que j'ai pris du temps, si on devait, pour répondre l'Italie doit répondre d'ici fin juin à
d'autres conditions. Et juste pour incarner un petit peu ce plan et pour montrer quels sont les types de conditions qui sont menées, alors vous avez un tableau, il est relativement exhaustif, il est petit, mais par exemple, parmi et qui démontre un peu la complexité de ce plan, à l'horizon de mars 2023, plusieurs chantiers doivent être menés, par exemple la numérisation de la Guardia di Finanza, ou la réduction des délais dans les administrations publiques. On parle aussi de cloud pour les municipalités, près de 12 000 municipalités sont concernées. On parle également d'ici à juin 2023 du développement des infrastructures de recharge électrique. Donc c'est un plan qui est extrêmement granulaire, 139 000 projets, et qui va être difficile à mener, mais qui finalement, au point de vue de la Commission, est avancé dans les conditionnalités, mais qui reste un défi pour l'Italie. Voilà, pardon. Merci Sophia, très intéressant. On voit bien donc que pour l'Italie, ce plan est surtout un plan de remise à niveau de l'État et de sa capacité d'investissement, et que le choix d'implication du secteur privé se fait par l'instrument plus facile peut-être du crédit d'impôt. Effectivement. Donc, on passe maintenant la parole à Tiziano, qui a aussi à nous présenter un plan très ambitieux pour l'Espagne, avec d'ailleurs un enjeu de gouvernance qui est compliqué par le niveau décentralisé en fait de l'administration espagnole, et un focus particulier sur les réformes, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Donc, on fait un petit point d'étape sur les fonds NGEU en Espagne. Alors, donc en termes de montants accordés, nous avons la première tranche de subventions de 70 milliards qui ont été approuvées en 2021. Ces fonds ont déjà été budgétés entre 2021 et 2023. Ensuite, on a eu le 30 juin 2022 des 7 milliards en subventions supplémentaires qui ont été accordées. Et finalement, en décembre de l'année dernière, le gouvernement a présenté un plan pour demander les 84 milliards auxquels l'Espagne aurait pu avoir droit en termes de prêts. Donc, on ne connaît pas encore les détails pour ce plan. La demande formelle à la Commission européenne n'a pas été faite encore. Mais le gouvernement a annoncé qu'ils vont le demander effectivement. Donc en termes de déboursement de fonds, l'Espagne est très avancée. Elle a déjà reçu le préfinancement de 9 milliards plus 3 tranches pour un montant total de 37 milliards jusqu'à présent. La dernière tranche a été versée en mars pour 6 milliards. Donc comme pour les autres pays, l'Espagne doit faire passer des réformes, des plans d'investissement. Par exemple, pour la dernière tranche, ils sont passés des lois sur les faillites, sur les cotisations sociales pour les indépendants ou bien pour la formation professionnelle. Donc, on va voir que, comme pour l'Italie, l'Espagne a des problèmes pour la dépense effective de ces fonds, mais que c'est en partie compensé par la vitesse à laquelle ils adoptent des réformes. Et la quatrième tranche de 10 milliards, l'Espagne doit faire une demande effective avant la fin de juillet. Donc, si on regarde la gestion de ces fonds, on retrouve 3 entités. Donc, l'administration générale de l'État qui mène des programmes d'investissement pour canaliser ces fonds vers l'économie réelle via des appels d'offres ou via des subventions directes. Selon les chiffres officiels, jusqu'à présent, jusqu'à fin 2021, pour la période 2021-2022, l'État a engagé des fonds pour 19 milliards. Donc, ces chiffres, en fait, ne veulent pas dire grand-chose. On va voir un peu après. Ensuite, on a les communautés autonomes qui dépensent aussi ces fonds. Ils ont bénéficié d'un transfert de 20 milliards. Qu'elles gèrent en autonomie, mais elles peuvent aussi participer à des plans proposés par l'administration centrale. Ou bien, elles peuvent utiliser aussi la troisième entité qui s'appelle PERTE, donc projet stratégique pour la transformation économique. On verra plus en détail ce que c'est, mais c'est essentiellement des collaborations entre le public et le privé. Donc, voyons un peu l'état d'exécution de ces fonds. Les fonds budgétés pour l'ensemble 2021-2022 s'élèvent à 51 milliards. Les projets lancés, 47 milliards, donc 92%. Et les fonds engagés, 44 milliards, donc 86%. Comme on l'a dit précédemment, ces chiffres ne veulent pas dire grand-chose parce que déjà, l'État a transféré 20 milliards aux communautés autonomes
et les investissements de ces communautés sont très difficiles à suivre avec les données officielles. Mais surtout, le problème, c'est que l'État transfère ses fonds et ensuite, les entreprises ou entités publiques font des appels d'offres derrière. Donc, on ne sait pas quel pourcentage est réellement versé sur l'économie réelle. Pour cela, dans les graphiques à droite, on peut voir les paiements de l'État aux bénéficiaires finaux. Et si on prend ces chiffres, donc où il n'y a pas d'offre d'appel ultérieure, si on voit ces chiffres, on arrive à un montant total de 11 milliards, donc à peu près 21% du montant budgété. Alors même si le montant paraît bas, faut mentionner qu'il y a eu une énorme accélération en 2022, donc les fonds dépensés pendant le deuxième semestre ont doublé ceux du premier semestre. Probablement, cette dynamique va se poursuivre en 2023. En fait, c'est que le début. On a passé un an à réfléchir, à faire un plan d'investissement très complexe, comme dans le cas de l'Italie. Et c'est des montants énormes, difficiles à dépenser. Donc oui, effectivement, on est en retard par rapport à ça. Mais l'accélération est là, on la voit, et ça va se poursuivre en 2023. Donc, peux-tu nous dire quelque chose en plus de PERTE? Parce qu'on a vu l'Italie fait le choix d'un crédit d'impôt, l'Espagne fait un choix totalement différent pour enrôler, impliquer le secteur privé. Oui. Alors, une partie importante du plan espagnol se base sur ces projets stratégiques pour la relance et la transformation économique. Donc, comme on l'a dit, c'est essentiellement des collaborations publiques et privées. Comment ça marche concrètement? Il y a une commission publique et privée composée par les syndicats, des représentants industriels, des centres de recherche, des ministères et les communautés autonomes. Cette commission lance ensuite des sous-programmes d'investissement pour chaque PERTE. Donc, par exemple, vous avez le PERTE véhicules connectés. En dessous, vous avez des sous-plans d'investissement. Et ensuite, les entreprises présentent des projets et reçoivent une combinaison de subventions et de prêts en fonction de plusieurs critères. Par exemple, la taille de l'entreprise. Une entreprise plus grande va recevoir moins de subventions et plus de prêts, probablement qu'une PME qui peut être financée jusqu'à 100% juste avec des subventions. Ça dépend des critères comme par exemple aussi la nature du projet, si c'est l'installation d'une usine ou un projet plus expérimental. Mais je dirais l'avantage de ce plan ou l'aspect intéressant, c'est que surtout pour les grands projets d'investissement qui sont menés généralement par les grandes entreprises, les entreprises prennent en charge une partie des projets. Donc, ça fonctionne comme un encouragement à l'investissement privé. Et ces pertes sont aussi importantes en termes de montants. Donc, on parle entre subventions et prêts de 40 milliards sur un enveloppe totale de 160, donc c'est un quart. Vraiment focalisé sur la partie industrielle dans ces cas-là et sur l'encouragement de l'investissement privé. Donc, en termes d'exécution, pour ce type de plan, les montants engagés au appel d'offres totalisent presque 13 milliards et les fonds réellement transmis aux destinataires finaux sont de 5 milliards pour l'instant. Donc, on passe vraiment au point fort de l'Espagne en ce qui concerne l'état d'avancement du plan, c'est les réformes et la vitesse à laquelle elles ont été adoptées par le gouvernement espagnol. Ces réformes sont très importantes, pas seulement parce que c'est des objectifs pour assurer la continuation du déboursement des fonds européens, mais aussi parce que elles sont importantes en termes de croissance. En fait, l'estimation d'impact de croissance sur le PIB du gouvernement pour le plan, pour la première partie du plan, est de 2,6 points supplémentaires, ce qui est énorme, entre 2021 et 2031. Et dont 1,6 serait dû aux réformes. Donc, très important le niveau de croissance aussi et de croissance du PIB potentiel. Donc, dans ce schéma, vous pouvez voir les réformes plus importantes adoptées par l'Espagne en 2021 et 2022. On va pas tous les mentionner. Peut-être les plus importants, la réforme du marché du travail, où il y a un nouveau contrat en CDI discontinu pour les travailleurs saisonniers pour qu'ils puissent basculer CDD en CDI juste en travaillant une partie de l'année, normalement l'été. Et on a aussi la réforme des retraites qui indexe les retraites en dessous de 2500 € à l'inflation et crée aussi un mécanisme de compensation intergénérationnelle
Ça, c'est une nouveauté. Et pour corriger les déséquilibres du système de retraite. Mais il y a des réformes dans tous les domaines. Par exemple, la réforme du droit des faillites qui réduit les temps pour l'adhésion d'une entreprise, ou la loi Startup avec laquelle on peut créer une entreprise avec 1 euro d'apport initial. Donc, jusqu'ici, c'était la première partie du plan pour 70 milliards en subventions. En fin 2022, les gouvernements ont présenté un projet. Il n'a pas présenté le projet officiel, mais il a manifesté l'intention d'utiliser les prêts aussi. Donc, on ne sait pas grand-chose jusqu'à maintenant. On sait que les 7 milliards en subventions supplémentaires vont renforcer les PRT, et 18 milliards parmi les 84 milliards de prêts vont aussi renforcer les PRT, et qu'il y aura un nouveau fonds de 10 milliards créé pour la transition écologique. Et voilà. Finalement, pour 2023, on s'attend à une accélération dans le déboursement de la ligne ce qu'on a vu au deuxième semestre de l'année dernière. Il y aura d'appels d'offres importants qui sont prévus en 2023 dans les cadres des PRT, par exemple l'hydrogène, les énergies renouvelables ou bien les véhicules connectés. Et il y aura aussi des objectifs quantitatifs pour 2003, comme par exemple 231 000 interventions de réhabilitation de bâtiments, ou un parc automobile de minimum 238 000 véhicules. Donc voilà pour un point d'étape sur les fonds NGE en Espagne. Merci, Tiziano. Très intéressant. Donc, en conclusion, ce qu'on peut voir dans le graphique de gauche, c'est que, je répète, le NGEU n'a pas été conçu comme un plan d'atténuation de la crise. Il a été conçu comme quelque chose qui venait après que la dépense nationale est intervenue pour atténuer la crise, pour éviter que la consolidation budgétaire qui devait suivre ne s'accompagne, comme on l'a vu après la grande crise économique et financière, de restrictions budgétaires extrêmement importantes, mais soit accompagnée justement de cet effort d'investissement commun qui pouvait permettre donc de maintenir à flot la reprise, de relancer aussi la croissance, et notamment la croissance potentielle européenne, en la mettant sur un chemin de croissance tendancielle supérieure, en investissant justement dans les secteurs d'avenir. Et donc, dans le graphique de gauche, on voit bien que le gros de la dépense post-Covid s'est fait sur la dépense nationale, à la fois en termes de dépenses courantes, mais aussi de dépenses capitales et d'investissement, et que finalement, tout ce qui est en bleu, c'est les dépenses financées par le NGEU qui restent relativement peu importantes. On voit aussi que la crise énergétique donc reste relativement à la charge finalement des dépenses nationales, puisqu'on voit qu'au total on va pouvoir redéployer une 40aine de milliards, sauf si les pays demandent les 80 milliards de prêts qui sont encore inutilisés à ces fins. Mais donc il faut comprendre véritablement ce plan de relance comme une capacité mutualisée de dépenses qui vise à investir une nouvelle frontière technologique en fait pour la croissance européenne, et de le faire de façon relativement coordonnée. Et donc se pose quand même un défi très important de le faire en si peu de temps. Et avec une coordination de la Commission européenne qui doit justement à la fois justifier la dépense correcte, mais aussi la mise en place de ces synergies avec la coordination, et tout dans un délai très court. Donc, ce qui va
parfois obliger un arbitrage entre des projets qui peuvent être plus faciles par rapport à des objectifs plus rapides, par rapport à des objectifs plus ambitieux, qui posent la question de la capacité administrative à porter cette dépense et à gérer aussi tout le processus de validation des réformes et de l'investissement. Et donc, voilà, c'est quand même un défi majeur qui pour les intégrationnistes, c'est-à-dire pour ceux qui poussent en fait pour plus d'intégration budgétaire à niveau européen et notamment de la zone euro, et qui voient dans cette première expérience quelque chose éventuellement à pérenniser, effectivement, le résultat va être très très important pour déterminer en fait la trajectoire dans laquelle en termes de capacité budgétaire commune, l'Europe pourra s'inscrire ou pas. Et tout cela doit être fait dans un temps qui est relativement limité, avec, on l'a vu, des nouveaux chocs qui interviennent. D'un côté, la crise énergétique, l'inflation, les problèmes sur les chaînes de valeur, mais aussi la normalisation de la politique monétaire, qui par ailleurs augmente aussi les coûts de financement de l'Union sur les marchés pour financer ce plan de relance. Eh bien, tout ça pose des nouveaux défis et donc complique davantage la donne. Donc, pour juger de la capacité en fait de développer des synergies communes, on n'a pas voulu traiter dans cette webconférence, par manque de temps et par manque de visibilité encore à ce stade, la question du résultat de où on investit collectivement, mais c'est une question qu'on va se poser dans une prochaine webconférence qu'on a programmée au mois de novembre et à laquelle on vous invite déjà, et dans laquelle on se posera la question de est-ce qu'on est véritablement en train d'investir dans les filières d'avenir définies comme prioritaires, stratégiquement prioritaires par l'Union européenne, quels pays sont en train de mieux se positionner dans ce type d'investissement en termes de construction d'une résilience et d'une autonomie stratégique à la fois du pays et de l'Union européenne dans son ensemble. Je vais maintenant commencer, on va prendre les questions. Donc, on a une première question de Thibault. Il était prévu que la France recevrait 40 milliards contre 80 milliards aujourd'hui, donc on l'a bien dit, sur un plan de 100 milliards, 40 milliards de financement européen, et bien de ce financement européen, seulement 12 milliards et demi ont été versés par la Commission européenne au pays. Et on a vu que voilà, après la question de la dépense en est une autre. Donc pour la France, on est encore dans un certain retard, sachant que par contre, elle est bien avancée dans le déploiement du plan national, lui, financé par des fonds nationaux, qui a été largement déployé déjà en 2020 et 2021. Donc, on a une deuxième question de Maurice est-ce que les 750 milliards alloués ont tous été utilisés par les pays? Alors, pour les 335 milliards de subventions, tout le monde les a demandés. Pour les 385 milliards de prêts, il en reste encore 80 qui n'ont pas, ou 72, qui n'ont pas été demandés par les pays. Alors, comme on vous a montré, de tous les montants demandés, il y a seulement un quart qui a été versé déjà au pays. Et aussi, on a vu après ce qui a été effectivement dépensé par les pays. Selon les pays, là, le taux est très, très différent. Alors, je peux prendre peut-être encore la question sur le déblocage des fonds pour la Pologne et la Hongrie. Oui. Alors, vous avez vu dans les graphiques, en fait, que la Pologne et la Hongrie n'ont pas encore eu aucun versement. C'est-à-dire, leur plan de relance a été validé. Ils n'ont même pas reçu le préfinancement de 13% qui est indépendant
finalement des avancées, tout simplement parce que la Commission, l'Union européenne, la Commission et le Conseil estiment que ces deux pays ne satisfont pas encore les règles de l'État de droit et ne satisfont pas encore les demandes de réformes qui leur ont été avancées depuis des années en termes de réforme, notamment du système de justice et des droits des minorités. Voilà. Donc, pour l'instant, rien n'a été versé, alors qu'il s'agit quand même de deux receveurs nets très, très importants. Donc, effectivement, ça pose un problème. On conclut. Voilà, donc le temps c'est un peu écoulé, donc on va conclure ici. Donc, merci à tous de votre attention. Merci à Sofia et Tiziano. Et donc, vous pouvez réécouter donc cette webconférence qui sera postée sur notre site internet et sur notre portail ECHO dans le volet Avenir de l'Europe. Et on vous donne rendez-vous donc à notre prochaine webconférence concernant justement le plan de relance européen au mois de novembre. Merci Paola, merci à tous. Merci à tous.